depuis le port fluvial de Breisach, nous allons nous rendre à Colmar, troisième ville d'Alsace, après Strasbourg et Mulhouse, bénéficiant d'un climat sec avec seulement 530 mm de pluie par an, donc plutôt favorable à la viticulture. C'est dû à sa situation privilégiée au creux de la vallée du Rhin, entre les Vosges à l'ouest et les massifs de la Forêt Noire à l'est. L'intérêt touristique numéro 1, c'est la présence de très nombreuses maisons à colombage, bien conservées, d'une part parce que la ville a échappé au bombardement de la Deuxième Guerre, et d'autre part grâce à un programme de restauration efficace. C'est l'occasion de parler un peu de cette architecture. Les murs de la maison traditionnelle étaient construits avec des poutres de sapin et non pas de chêne, surtout par économie. Pour éviter la pourriture, le socle était en pierre. Les éléments verticaux croisent ceux qui sont placés à l'horizontale, d'autres, appelés décharges, sont en position oblique pour assurer la stabilité de la construction. Les espaces libres sont remplis de torchis, mélange traditionnel d'eau, d'argile ou de chaux et de fibres naturelles comme la paille, le foin, assurant une bonne isolation thermique tant pour l'été que pour l'hiver. Au Moyen Âge et à la Renaissance, les façades étaient de couleur pâle et terne, car faites de pigments naturels. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les couleurs vives seront appliquées, utilisant alors les connaissances nouvelles de la chimie. Au Moyen Âge, les volets étaient inexistants à l'extérieur des bâtiments. Au XVIe siècle, on a commencé à installer des volets en bois plein. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'on a vu apparaître des volets persiennes de type très divers, aujourd'hui aussi en aluminium. Peu à peu, dès le XIVe siècle, certainement pour gagner de la surface, la technique d'encorbellement s'est imposée. Il s'agit de constructions en surplomb sur plusieurs étages, chaque étage supérieur protégeant l'inférieur de la pluie sur la façade. Ce procédé sera pour finir abandonné, même interdit, en raison des risques accrus d'incendie et de problèmes sanitaires. À une certaine période, les murs des immeubles appartenant aux propriétaires les plus aisés étaient crépis pour protéger le bois. Aujourd'hui, les structures ont retrouvé la lumière et présentent leurs décorations variées sous forme de croix de Saint-André ou de multiplication, signant la prospérité ou la fécondité, de motifs en forme de chaises curules et d'autres encore. Malheureusement, la vue sur la place de la mairie est gâchée par les travaux d'assainissement en cours. Le musée Unterlinden en face de nous. Le canal du Logelbach, la Lauch et l'Ill mélangent leurs eaux pour transformer Colmar en une petite Venise grâce à ses canaux en partie couverts. Une centaine de têtes sculptées, de dragons, de monstres, de diables, de figures plus ou moins mythologiques. Et vous voyez que tout en étant d'inspiration Renaissance, avec un fronton à volute et typiquement Renaissance rhénane, elle n'obéit pas au principe de la Renaissance qui se caractérise par la symétrie et l'équilibre. Vous voyez que nous avons un portail qui est totalement décalé vers la gauche et un double balcon fermé qui n'est lui-même pas centré sur le milieu de la façade. Donc c'est une boucherie-charcuterie et nous avons, c'était les deux frères qui sont là, les frères Finker. Au-dessus nous avons une gardienne d'oie et les oies parce qu'on fait encore du foie gras dans la région de Strasbourg. Et dans le médaillon là qui est là juste en face, nous avons un franciscain qui est assis. Il lit un livre et il a en face de lui un cochon, un petit cochon, et en dessous il y a écrit le grand Saint-Antoine. À l'instar d'autres populations du nord de l'Europe, les Colmariens ont su faire preuve de créativité et d'originalité pour la confection d'enseignes diverses informant le passant de la présence d'une boutique, d'un restaurant, d'une boulangerie, d'un opticien, etc. Qu'il s'agisse de personnages, d'animaux, d'objets plus ou moins stylisés, d'inscriptions diverses, tous sont entretenus avec soin, en particulier les dorures.
Nous ne sommes pas à la période de Noël, mais plusieurs magasins ont apporté une touche décorative personnelle. C'est peut-être cet art de vivre qui a convaincu les cigognes de vivre dans la région. Une des trois portes de la première ville de Colmar, qui devait être une cité. Et il faut savoir qu'au Moyen-Âge, pour être une cité, une ville, et ça c'est pas seulement ici, mais un peu partout en Europe, il fallait s'entourer de remparts. Et pour cela, il fallait l'autorisation du souverain des lieux. Le souverain de ces lieux-là était un grand empereur du Moyen-Âge, Frédéric II. Frédéric II, qui était plus italien qu'allemand, malgré sa dynastie qui était les Hohenstaufen, une très grande dynastie impériale allemande, mais qui est né dans les Marches en Italie et qui est mort en Sicile, dont il était le roi, et qui est actuellement enterré à la cathédrale de Palerme. Frédéric II a permis que Colmar et d'autres villes d'Alsace fussent des villes libres d'empire. C'était un privilège extraordinaire à l'époque. C'était une époque de serfs et de seigneurs, alors que les citoyens de ces villes libres ils ne dépendaient que de l'empereur. Ils pouvaient élire leurs magistrats, c'est-à-dire leur conseil municipal, battre leur propre monnaie, et ils ne faisaient que payer un tribut à l'empereur. Nous pouvons admirer ici les maisons à colombage, avec un rez-de-chaussée en pierre et souvent des encorbellements successifs sur plusieurs étages. Ceux-ci ont pu se développer dès le moment où l'on a construit avec des bois courts, autrement dit des poutres qui ne mesuraient que la hauteur d'un seul étage et non plus toute la hauteur du bâtiment. Je vous ai parlé des dominicaines tout à l'heure, et elles se sont fixées extramuros, avant même que Colmar ne fût une ville. Les dominicains sont arrivés plus tard, et ils se sont installés à l'intérieur des murs. Il y a eu les dominicains, il y a eu les franciscains, il y a eu les augustins, des ordres mendiants qui se sont un peu éparpillés dans toute l'Europe occidentale au Moyen-Âge. Alors, bien entendu, tous ces ordres-là ont été chassés de leur couvent par les révolutionnaires. Cette église des Dominicains, qui va d'ailleurs accueillir à la fin du mois d'octobre le fameux retable du Soleil, qui va être mis ici, provisoirement, pour des raisons évidentes de sécurité pour le retable lui-même, eh bien, c'est aujourd'hui un musée qui abrite un chef-d'œuvre du grand peintre et graveur colmarien Martin Schongauer. Était à l'origine une collégiale de chanoines et qui a été érigée de 1275 à 1350-360 à peu près. Elle est devenue cathédrale pendant la Révolution française, de 1790 à 1801. Les révolutionnaires ont divisé la France en départements. Et ils ont mis dans chaque chef-lieu de département un évêque, désigné par eux-mêmes. Colmar étant le chef-lieu du département du Haut-Rhin, bien que ce ne soit pas la plus grande ville, et de loin, puisque la plus grande ville est Mulhouse, mais qui a appartenu à la Confédération helvétique jusqu'en 1798, et qui s'est rattaché à la France après la Révolution. Colmar était donc la préfecture. On a donc mis un évêque ici. Toute l'année, la ville reçoit de très nombreux visiteurs pour la foire au vin, des manifestations folkloriques, des concerts. Mais c'est le marché de l'Avent et de Noël qui rassemble le plus de monde, faisant concurrence à son grand voisin, celui de Strasbourg. La Maison Jaune au volet rouge est la plus ancienne bâtisse de Colmar,
construite avec les mêmes pierres que la cathédrale. Nous sommes ici dans la cour de la maison natale d'Auguste Bartholdi, né dans cette maison le 2 août 1834 et mort à Paris le 4 octobre 1904. Il n'a pas vécu longtemps ici. Son père était un haut fonctionnaire de la ville de Colmar et il est mort quand Auguste Bartholdi n'avait que 2 ans. Alors sa maman est partie vivre à Paris avec son frère aîné et lui-même, et il y a passé pratiquement toute sa vie à Paris, où il s'est marié avec une Alsacienne d'ailleurs, et il revenait fréquemment pendant les vacances vivre dans cette belle maison paternelle. La statue « Les grands soutiens du monde », soit travail, justice et patrie, soutenant un globe terrestre, fait partie des œuvres conservées à Colmar. Mais n'oublions pas la plus grande, soit la Statue de la Liberté à New York, construite entre 1875 et 1888. La maison Pfister est la plus connue de Colmar. Elle date de 1537. Construite en pierre et bois, c'est son oriel d'angle à 2 étages qui en fait sa particularité. Les peintures ont été restaurées il y a moins de 2 ans. Elles représentent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Une particularité professionnelle. Se référant à son système corporatif du Moyen Âge, où le maître enseignait à son élève le métier pendant plusieurs années avant que ce dernier, après un tour de France, ne devienne lui-même un maître, c'est la première ville de France à avoir remis au goût du jour le système d'apprentissage. Notre temps de visite fut trop court et n'a pas permis la visite du musée d'Unterlinden. Il fallait cependant que je le présente et me suis donc servi des documents de Wikipédia. Le retable d'Issenheim provient du couvent du même nom où il a été créé par 2 artistes du gothique tardif allemand entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, Matthias Grünewald et Nicolas Hagenau. Lorsque ce retable est fermé, on peut admirer la crucifixion du Christ au centre. En dessous, la prédelle présente une déploration du Christ, tandis que les premiers volets nous montrent Saint Sébastien et Saint Antoine. La première ouverture, réservée aux fêtes liturgiques importantes, nous présente les événements de la vie du Christ depuis l'Annonciation jusqu'à la résurrection. Enfin, la deuxième ouverture expose Saint Antoine, le guérisseur des malades atteints du feu de Saint Antoine, aujourd'hui appelé ergotisme, une maladie qui prive les extrémités des membres de leur sang par vasoconstriction des vaisseaux, le tout pouvant se terminer par des amputations. Les patients venaient se recueillir au couvent des Antonins et prier pour leur guérison.